Bonjour à tous, ici Utsukushi Corp et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un crossover de jeux vidéo. On n'en a jamais trop parlé, mais cette fois ça va être intéressant. Alors dans une précédente vidéo on avait parlé de Transformers My Little Pony, qui était un crossover qui était fait justement dans aucune volonté marketing, mais surtout une sorte de connerie entre potes. Le comics auquel on va parler aujourd'hui, lui par contre il baigne dans son jus des années 2000. On va pas parler que d'un seul, mais de deux comics. Witchblade, Tomb Raider. Donc ce comics sort dans les années 90 à peu près, entre 90 et 2000. Donc on n'est pas encore à l'arrivée d'une Angelina Jolie sur le rôle de Lara Croft. Là on est vraiment juste sur une image du jeu vidéo, mais une icône des jeux vidéo. Donc sur un personnage qui n'est pas vraiment vu comme une aventurière avant tout, ou alors une exploratrice, mais d'abord parce que c'est Lara Croft. Alors, même si beaucoup de jeunes ont certainement découvert une forme de libido avec ce personnage, on la présente plus, c'est-à-dire que voilà, il y a déjà eu les jeux vidéo du passé, les films, et diverses adaptations un peu dans tous les domaines qu'on a pu imaginer, sauf en série d'ailleurs, il n'y a pas eu de série avec Lara Croft dedans, et un remake du coup dans les années 2010 avec du coup les trois nouveaux jeux, donc Shadow of the Tomb Raider Legacy, tous ces clics là, qui eux pour le coup sont des bons jeux, vraiment très cool. On est très loin de l'image du Tomb Raider classique. C'est une petite pub, voilà, une petite com, c'est comme ça, je vous fais un cadeau. Mais un personnage de comics auquel on n'a pas trop parlé, auquel on n'a plus trop parlé d'ailleurs aujourd'hui, qui était assez populaire dans les, du coup toujours dans les années 2000, du style comics un peu sombre, dans le même univers que The Darkness. Lui on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. On va parler donc de Witchblade. Witchblade, dans l'idée, c'est une inspectrice new-yorkaise qui a pour arme magique une sorte de gant qui viendrait d'un monde extérieur, alors extraterrestre, autre dimension, tout ça on connaît. Et donc cette arme-là est un peu une sorte d'arme vivante. Dans l'idée, cibler Blue Beetle avec son scarabée dans le dos vivant, c'est le même délire mais pour son bras, voilà, qui est sa volonté propre. Et donc voilà, avec divers pouvoirs de tir, de transformation, tout ça. Du grand classique, hein, on réinvente pas trop de code. Et donc on a eu droit à un petit crossover entre ces deux personnages. Le problème là-dedans, c'est pas spécialement le crossover lui-même, mais c'est plus la raison. C'est-à-dire que là, on parle de Witchblade, un personnage qui du coup baigne dans la sauce des comics de cette époque, et les personnages féminins de cette époque, on n'est pas vraiment sur une idée de montrer une femme, enfin pas que montrer une femme forte et indépendante en fait. Ils veulent le montrer, mais de manière pas du tout subtile. Ou pour une femme forte et indépendante, c'est une meuf bien gaulée qui pète des gueules. Seulement, ce côté bien gaulé, il est tellement mis en avant que ça en devient ridicule. Dans une vidéo précédente, on avait parlé de Marvel Zombie et Army of the Darkness, où on réagissait sur le fait que bon, Ash William, lui, est un personnage du coup de film, et donc n'a pas la même image que dans les comics, et donc voyons des personnages hyper stéréotypés, de type tenue bien moulante et fille entre guillemets on va dire bien gaulée, on va dire dans les codes de l'époque. Et ben en fait là-dedans on baigne dans la sauce, et vraiment c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire que on a les personnages musclés, ultra baraques, les cheveux longs, torse-poil, pour montrer qu'il est bien beau et fort, et le personnage féminin, voilà, qui elle, même si elle peut avoir une super force, tout comme ça, va quand même être assez fine, bien taille 5 cm, bien paire d'obus, histoire de rester avec un minimum de discrétion. Et on a un bon exemple de ça dès l'introduction de ce comics, avant même le début de l'histoire. En gros, ils nous font une rapide présentation du personnage, et comme quoi, avec l'arrivée de son troisième jeu, c'est l'occasion idéale de la balancer ce format comics. Puisqu'en soi, n'est pas forcément une mauvaise idée, je veux dire, bon, c'est pas la première fois qu'on voit un personnage de jeu vidéo apparaître en comics, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Mais là, pour le coup, il y a des termes où tu te dis, bon, enfin, tu sens que c'est écrit par un mec célibataire, enfin, le mec est en chien. Là, pour te donner des idées, dans le comics, il l'appelle Mabel, ou alors la Belle Brune, et on a droit à cette phrase grotesque de fin qui, pour moi, elle est incroyable. En attendant, le plus difficile reste de savoir pour qui craquer, Sarah, Witchblade, ou Lara. Les deux, peut-être. Je déconne pas, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment écrit comme ça. Donc voilà, maintenant que vous êtes dans l'idée du contexte, on va pouvoir commencer l'histoire. Le début de l'histoire, c'est tout simple. Une famille se fait attaquer par un monstre gros qui fait peur, qu'il est méchant, qu'il est moche, donc grande tête, grande dent, tout ça.
Ils sont en train de se faire agresser, on sait pas encore pourquoi. Et vite, Lara Croft débarque, c'est son double flingue, je suis badass, je fais des cabrioles partout. Là-dessus au moins on est vachement raccord avec le jeu vidéo, donc c'est toujours sympa, ça fait un petit clin d'œil. La créature est mise en déroute, elle s'enfuit, et plan d'après, du coup on a Lara avec la police, donc elle a dû attendre que la police arrive, je pense qu'elle a dû se mater un truc à la télé, un truc bien visiblement. Donc du coup passer film, je pense. Cependant la police ne la croit pas, puisque forcément parler d'une créature ailée en style draconique qui attaquait une famille pour se défendre, bah, ça peut ne pas être pris au sérieux par la police du coin, ça peut se comprendre. Mais heureusement qu'on a l'arrivée de Sarah, donc notre héroïne, qui elle va la prendre au sérieux, puisqu'on se doute bien qu'un personnage avec un gant magique d'un autre monde, qui pète des gueules avec des sortes de divinités et tout, on va bien se douter qu'elle va un peu plus la croire. Surtout, bon, on a quand même des murs énormes, complètement troués par une masse gigantesque, on se doute bien que c'est pas Lara qui a fait ça avec ses petits poings et ses petits flingues, non. Donc on a droit à une partie introduction de cette histoire dans le bureau de Sarah, où elle lui explique que globalement elle a cherché une sorte de talisman magique pour un vieux milliardaire qu'il a un peu embauché pour aller récupérer cet artefact. D'ailleurs un petit vieux qui connaissait le père de Lara, donc on se doute bien du coup dès que ça touche à son paternel, Lara s'allie en mode oh mais oui d'accord, pas de soucis. Donc cet artefact était censé donner l'immortalité. Elle lui explique Lara. Comment est-ce qu'elle le sait, comment est-ce qu'elle a cru ce petit vieux? Eh bien d'après elle, je cite, il souhaitait trouver le talisman parce que la perle noire en son centre confère l'immortalité. Comme il était mourant, je l'ai cru. Et lorsque Lara lui donne ce talisman, les intentions sont révélées. En fait, le petit vieux avait l'intention d'utiliser cette créature pour tuer tout un tas, une sorte de famille, ancienne famille de mafieux qui ont fait du mal à la famille du vieillard. Voilà. Donc Lara se retrouve un petit peu forcément responsable de cette situation et demande à Sarah de l'aide pour aller récupérer ce talisman dans le manoir du vieux. Ni une ni deux, il se prépare. On a droit à une scène fantastique où Lara file à Sarah une petite combinaison de plongée, ce à quoi elle rétorque « Oh mon dieu, mais je ne rentrerai jamais dedans !» On baigne dedans, vous le sentez ou pas? Une fois arrivé à l'intérieur, on a droit à un petit dilemme entre Lara et Sarah, sachant que Lara, elle n'hésite pas en fait à tuer les gardes, sauf que Sarah étant flic, bah, ne veut pas en fait, elle considère qu'elle doit laisser la justice faire. Voilà, c'est un petit point où du coup au moins les personnages échangent plus que sur leur mission. Voilà. Elles arrivent à s'infiltrer dans le bureau du vieillard, et oh mon dieu, on découvre que le vieillard était la créature. Bon bref, ça on s'en doutait. Ensuite, il y a un affrontement entre les deux, et là on a droit à une planche. Une planche grotesque, encore une fois. On a droit à une double page. Ils arrivent à battre la créature, le petit vieux redevient humain, il le laisse en liberté, parce qu'après tout, c'est un petit vieux qui voulait tuer des centaines de personnes, mais c'est pas grave. Il va rien faire de mal, ça reste qu'un petit vieux. Je connais quelques curés qui diraient pas la même chose, mais c'est un autre détail. Et c'est comme ça que se finit ce premier chapitre, et sur lequel on arrive au deuxième chapitre. Alors pour cette partie 2, Sarah est invitée de New York à aller à Londres, invitée par Lara, parce qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'important qui, en plus, pouvait concerner le Witchblade. Donc forcément, bah, pour Sarah, c'est quelque chose d'assez étonnant, sachant que du coup, bah, le Witchblade, c'est pas spécialement auquel on est trop habitué. Donc elle décide d'y aller, puis elle se dit, bon bah voilà, ça va lui permettre de prendre un peu de vacances. Et donc elle le rejoint au gala où elle était censée la retrouver, et elle est face à une sorte de scène de vol avec une petite vieille qui a volé une petite statuette, et suivie de près par Lara, qui invite Sarah à vite, monte dans la voiture, on va aller pourchasser. Elle demande à Sarah de conduire, pour rappel, ils sont en Angleterre, ça conduit à droite, aux États-Unis ça conduit à gauche. Donc forcément, elle a un peu de mal à conduire, tu t'en doutes bien, mais pourtant elle se fait lyncher par Lara. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait faire à Lara dans cet épisode, mais... Ah, elle a vraiment un caractère horrible, quoi, vraiment elle est insupportable. Après bon, je crois que le personnage est assez chiant comme ça, mais là c'est fort, tu vois. Et donc pendant la course-poursuite, elle lui explique un petit peu l'histoire. En gros, donc durant ce petit flashback, elle explique comment elle et un camarade à elle, Buck, sont allés dans une sorte de temple, le temple de Bastet, donc la déesse égyptienne à tête de chat. Donc elles sont parties récupérer cette statue, seulement ça a activé un piège qui a transformé les statues de chat en statues de chat vivantes, voilà. Ils ont essayé de s'enfuir, sauf que évidemment Buck il s'est fait avoir derrière, il en est mort.
En tout cas, la porte se referme, pardon. Lara n'arrive pas à la rouvrir, mon dieu, c'est super triste. Ah, bou 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 bou, elles sont très vite remises, hein, faut pas s'inquiéter. Et en fait, en l'ayant ramené en Angleterre, parce que oui, on adore voler des objets, super rares et super anciens pour les ramener en Angleterre, parce que c'est le but. Capitalisme. Elle le ramène là-bas, et en fait, t'as cette vieille dame qui dit oui, en fait, je suis très intéressée par cette statue. Elle dit non, non, sa place est dans un musée. Oui, mais j'adore les têtes de chat, alors je voudrais bien voir ce truc-là. Donc la meuf, c'est Catwoman, hein, voilà, au moins on est fixé. Et donc, quoi, elle s'était doutée qu'elle allait essayer de le voler. Et là, on revient sur le présent où c'est toujours durant la course-poursuite. Seulement, il y a une sorte de barrage qui est fait au niveau d'un pont et leur trajectoire dévie. Et nos héroïnes tombent dans le vide. Heureusement, grâce à son Witchblade, Sarah arrive à rattraper notre gentille et adorable Lara. Et de là arrive une suite de dialogues hallucinante. Tu conduis comme un pied, ma pauvre voiture, fallait prendre le volant. Lara lui répond, tu m'as bien sauvé. Sarah lui répond, ta plastique offre de quoi se cramponner. Après s'en être sortis, ils arrivent au niveau d'une sorte d'hôtel parce qu'ils ont réussi à retrouver la petite dame, on ne sait pas comment, mais ils ont réussi à la retrouver. Elle invoque la déesse Bastet, Bastet arrive, elle dégage la vieille parce que the fuck, en fait tu m'as invoqué mais maintenant je suis libre donc je vais foutre mon dawa. Et en voyant Sarah et Lara, en fait, la déesse reconnaît Witchblade et lui en veut parce qu'elle lui aurait volé son amour d'antan. À ce moment-là, il n'y a pas plus d'explication que ça, t'es un peu perdu, tu te dis pourquoi pas, on va dire que oui. On se doute bien, voilà, il y a une attaque qui est faite, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à battre Bastet, voilà, tout est bien qui finit bien. On a quand même un petit peu une sorte de petite interrogation, on se dit pourquoi en fait du coup est-ce qu'elle lui en voulait autant? On ne sait pas. Et donc l'histoire se conclut assez rapidement avec les dernières pages. Sarah est chez Lara Croft dans sa piscine en train de faire son petit swimming pool épisode, donc voilà, il nous fallait une scène en bikini après tout, bah oui, évidemment. Lara qui rechigne un petit peu parce que voilà, ce qui paraît de Witchblade du coup, leur enlever son amour d'antan et trucs comme ça, et du coup elle s'en veut un peu de s'en être débarrassée. Peut-être un peu tard pour avoir des remords, en tout cas surtout que c'est particulier d'avoir des remords que maintenant, tu vois, sur toute l'histoire, bon bref. Et la dernière page nous pose en fait l'explication que son ancien camarade Buck est toujours en vie. Et en fait on a une petite explication en faisant quelques recherches, j'ai compris qu'en fait Buck c'est une sorte d'incarnation de l'ancien amour de Bastet, donc à l'époque magique, ça, donc j'oublie son nom, je le mettrai. Mais donc voilà, donc en fait Buck est l'ancien camarade de Bastet. Du coup de là il y a toute une sorte de petit lore qui se fait où du coup t'as l'ancien copain de Bastet qui du coup a été avec Lara pour récupérer la statue, pour essayer la liberté, pour retrouver leur passion, tout ça. Finalement du coup ça s'est pas fait, il y en a un qui s'est fait capturer et du coup Bastet a été anéanti. Voilà, et a priori du coup les dieux et les divinités comme Bastet ça aurait des liens avec le Witchblade. Voilà. C'est à peu près ce que j'en ai conclu. Mais ça permet de faire un point sur ce comics, il n'y a pas d'explication. Il ne nous explique pas qui sont les personnages en fait. Tu te dis voilà, tu dois connaître les personnages parce que voilà, c'est la sortie de parution de Witchblade et Tomb Raider était hyper populaire à l'époque, du coup pas besoin d'explication. Ce que finalement ça n'aurait pas été trop mal en fait d'en parler. Parce que en fait tu te retrouves à lire ça et t'es un peu paumé. Moi par exemple Witchblade je connaissais pas des masses. J'ai dû faire des recherches pour essayer de comprendre qui c'est parce que au final on n'a pas plus d'infos que ça. On sait qu'elle est flic, c'est déjà bien. Globalement cette histoire, bien qu'elle pouvait être divertissante, on va dire, je vois pas trop vraiment l'intérêt en fait de ce crossover. Pour moi c'est vraiment un crossover qui a été fait juste parce que les deux personnages étaient populaires, c'est deux nanas populaires parce que parce que voilà, à ce moment-là tu mets une. Pardon mais tu mets une meuf bonne, ça y est, c'est l'occasion parfaite pour la faire rencontrer un personnage. Je vous jure en fait, tout est mis en fait dans des situations où tu te dis il y a quand même beaucoup de scénarios dans ce film de boule. C'est vraiment à ce stade-là, tu vois. Tu te demandes presque genre si les mecs qui ont écrit ça étaient pas plus sur une sorte de fantasme de lesbienne que juste sur une réelle volonté de narration, tu vois. Et en plus ça, dire globalement c'est parce que l'histoire est séparée en deux, donc une partie dans celui-là, une autre dans celui-là. Mais sinon en fait ça tient là-dedans quoi. Et j'ai lu des comics avec des crossovers à peu près de la même taille qui, eux, pour le coup, avaient une réelle sens. Même My Little Pony Transformers,
avait en soi un sens et plus d'analyse à faire que celui-là, c'est quand même fantastique. Mais pourtant, malgré l'aspect aussi arriéré, on va dire, de ce comics, bah, ça permet, mine de rien, de faire un véritable pont temporel, parce qu'en fait, on a beau dire que là à l'époque, c'était vraiment de sacré cochon, mais au final aujourd'hui c'est pas spécialement mieux. Alors même s'il y a eu des avancées qui ont été faites par rapport à la représentation du personnage féminin dans les comics, où ils voulaient forcément donner un personnage fort et indépendant, il faut quand même y aller avec du respect. Tu vois, dans l'idée, c'est important, je veux dire, de montrer ce genre de personnage, mais pas de cette manière. Je trouve que dans l'idée, il pouvait y avoir une once de bonne volonté, mais c'est mal géré. Pour le coup, c'est mal géré. En fait, c'est écrit par des mecs et on sent. Enfin, ça se sent quoi. Ça se sent beaucoup. Cette volonté un peu de représentation positive du personnage féminin, et ben c'est un code qu'on reconnaît encore aujourd'hui, qui est encore en train d'évoluer. Où le problème c'est qu'on est encore sur une hypersexualisation du personnage féminin, de la femme, quoi. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a peut-être eu de l'avancée, mais c'est toujours encore d'actualité. Sans oublier que la majorité des personnages super-héroïques qu'on a, sans compter les plus populaires, comme Wonder Woman, qui, petite anecdote, je l'apprends en faisant des recherches, a été inspiré, le créateur de Wonder Woman a été inspiré par sa femme et sa maîtresse. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ça assez cocasse pour le coup. Et en même temps, on a le côté toujours lié aux hommes, c'est-à-dire que on va avoir Miss Hulk, qui est une déclinaison de Hulk, Batgirl, Batman, Supergirl, Superman. Là, dans l'idée, c'est souvent en fait des déclinaisons de ça. Et là, pour le coup, on a l'occasion d'avoir des personnages indépendants qui ne viennent de rien d'autre. Bon, Tomb Raider était une sorte d'inspiration pour Indiana Jones, mais comme Nathan Drake était une inspiration de Tomb Raider, tu vois le délire, c'est pareil, tu vois, Witchblade a évidemment été inspiré par d'autres trucs, mais on est sur des personnages assez indépendants dans le style où ils viennent pas d'un personnage masculin entre deux, toi, donc où du coup c'est un peu les meilleurs personnages pour apparaître. Mais non, même au niveau de leur représentation, avec les images avec les images qui passent là maintenant, tu te dis, enfin, t'es même obligé d'en flouter certaines pour que ça passe sur YouTube. Là, on est plus limite sur du mannequinat que sur réellement une sorte de personnage important. Et là, on se rend compte que vraiment, aujourd'hui, tu te dis que ça passerait plus, mais qu'à l'époque, c'était, ouais, c'est normal, tu vois. Donc en soi, c'est une petite manière de dire que c'est bien, il y a eu de l'évolution, mais il y a encore du boulot. Et c'est sur ces mots du coup que je vais conclure cette vidéo. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça fera toujours plaisir à l'équipe. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine rubrique. Bisous.